Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à vous dans votre émission Ma famille, ma vie. Aujourd'hui on est le lundi 12 juin 2023, il est 10h30 et nous sommes ensemble jusqu'à 11h30, 1 heure de direct. Alors aujourd'hui c'est aussi le deuxième jour des épreuves du baccalauréat, alors je souhaite une bonne réussite à tous les candidats et je demande, Inch'Allah, voilà, et je demande aux parents de ne pas stresser leurs enfants, de ne pas leur demander s'ils ont déjà bien travaillé parce que ce qui est fait est déjà fait. Donc détendez-vous, ça va bien se passer Inch'Allah. Voilà. Alors aujourd'hui, l'émission est consacrée au mariage. Et oui, aujourd'hui nous allons aborder ce sujet sous un angle différent. Nous allons explorer le mariage en tant que projet de vie au-delà de sa dimension festive. Alors le thème du jour est le suivant, mariage au-delà de la fête, un projet de vie. Si vous voulez participer à l'émission, vous le pouvez, tout simplement en nous appelant au numéro suivant, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91, pour nous poser des questions, pour témoigner. On est là justement pour répondre à toutes vos questions et recevoir vos témoignages. Alors, au cours de cette émission, nous aurons l'opportunité d'explorer les différentes facettes du mariage en nous concentrant sur la préparation, qu'elle soit psychologique, l'éducation des futurs mariés et les fondements religieux aussi. Nous espérons ainsi vous offrir des clés précieuses, que vous soyez déjà marié, fiancé ou célibataire, pour vous accompagner dans votre parcours vers une vie de couple épanouissante. Alors, restez avec nous, détendez-vous, préparez-vous à découvrir les secrets pour construire un mariage durable, épanouissant, bien au-delà de la simple célébration. Et pour en parler justement aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir avec nous aujourd'hui coach Khadija Boukndarji. Vous êtes coach de vie et de conscience. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Mounia, c'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Le plaisir est partagé. Avec nous aussi docteur Nawel Ben Saïdi, vous êtes psychologue et membre de l'association Mashrou' Usrati. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous avoir invités. Avec nous aussi monsieur Abdelhamid Hachadi, vous êtes directeur des concours coranique au ministère des Affaires religieuses et des Waqf. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation aussi. Alors aujourd'hui nous allons parler du mariage, c'est bientôt, c'est la saison. On dit que c'est la saison, mais ces derniers temps ça a bien changé, les mariages c'est pendant toute l'année, mais certaines personnes gardent toujours cette tradition où pendant la saison estivale on fête le mariage, donc c'est les vacances aussi, ça permet tout le monde de se réunir, c'est vrai. On pense souvent à la fête, mais pourquoi est-il important de considérer le mariage comme un projet de vie plutôt que simplement comme une fête Donc le projet de vie, c'est déjà dans l'association que je suis adhérente. Oui. Bon, c'est un projet. Il faut avoir un projet, parce que les nouveaux mariés ont tendance à se disperser, à penser plus à la fête, qu'est-ce qu'elle doit faire, qu'est-ce qu'elle doit mettre, les gâteaux, voilà. Donc après le mariage, ils vont se confronter dans un environnement plutôt qui n'est pas si simple, bien sûr, parce que s'habituer à une nouvelle personne, s'habituer à une nouvelle famille. Voilà, donc ils vont être plutôt perdus un petit peu s'ils ne sont pas prêts. Voilà, oui. Donc oui, coach Khadija. Alors moi je dirais que, parce que peut-être que ces jeunes mariés ou bien ces gens qui ont l'intention de se marier n'ont pas la vraie image de la constitution du mariage. Parce que le mariage est une constitution qui est entre le mari et la femme qui sont partenaires dans cette association du projet du mariage et ils doivent déjà préalablement savoir quel est le rôle du mari, quel est le rôle de la femme, quels sont les besoins du mari, quels sont les besoins de la femme, comment dirais-je, entretenir cette relation pour qu'elle peut prospérer et aller de l'avant, comment constituer une famille, après quel est le rôle changeant de l'épouse, après elle devient maman et le mari devient papa, voilà, quels sont tous ces besoins-là. Et éventuellement, on est affronté à beaucoup de surprises par la suite parce qu'il n'y a pas eu cette préparation qui doit être effectuée pour que la personne doit être autonome, responsable, guérie des blessures pour pouvoir par la suite être partenaire avec son épouse ou bien son époux et réussir ce projet qui est le mariage. Oui, exactement. Voilà. Oui, monsieur Hachadi. Salam alaikum, bonjour à tous nos téléspectateurs. Bien sûr, il faut savoir que le mariage n'est pas une tradition, mais c'est au-delà de cette image figée qui est partagée par tout le monde. Le mariage, il est en premier lieu un acte d'adoration. Parce que Nabi alayhi salatu salam,
l'a bien dit, innamal a'malu binniyat. Les actes ne valent que par leur intention. Donc, quand le musulman va vers un projet, vers une action quelconque, quand il يستحضر النية, qu'il est en train d'obéir à Allah tabaraka wa ta'ala, il est en train de faire quelque chose pour la face de Dieu, donc elle devient une adoration, même si c'est une tradition. Donc, en premier lieu, le mariage est un acte d'adoration. D'ailleurs, le hukm al-shar'i, le jugement du mariage dans l'islam, est un acte surérogatoire, bien sûr, en premier lieu. يقول حكم الزواج هو سنة, mais il peut basculer vers le devoir, vers l'obligation, comme il peut basculer vers le péché, vers l'interdiction. C'est-à-dire, c'est un acte qui est relié étroitement à la religion, qui est relié directement à cette intention de plaire à Allah tabaraka wa ta'ala, de faire ce que Allah tabaraka wa ta'ala accepte et agrée. Donc, il faut commencer par là. Ensuite, il faut surpasser cette image qu'on a connue dans notre enfance. C'est cette scène de jeu où on jouait à Douira. Oui. Ce n'est pas une Douira. Le mariage est un grand projet. Le mariage est un projet de vie. Le mariage est un acte solennel, est un acte très, très, très fort. D'ailleurs, Allah tabaraka wa ta'ala سماه ميثاق غليظ, un pacte solennel, يعني علاقة قوية جدا. Elle est très forte. Bon, مقدسة c'est un peu, mais on peut dire علاقة bénie. Oui. Hein? Mais Muqaddasa, c'est un peu exagéré. Mais il faut partir de ce concept. Oui. Qu'en premier lieu, c'est un acte d'adoration et que ce n'est pas un jeu. C'est un grand projet qu'il faut réfléchir avant, qu'il faut bien débattre, qu'il faut bien préparer. Bakri Waldina Hnaqulu Zouaj Lila, Tadbir Wa'am. Exactement. Donc, Tadbir, ça veut dire réfléchir, préparer, essayer de mettre toutes les conditions favorables pour que ce projet réussisse. Donc il faut bien réfléchir avant de de lancer. Ce que vient de dire le monsieur, c'est-à-dire que ces jeunes-là doivent connaître leurs besoins et leurs obligations et leurs devoirs envers leurs conjoints. C'est très important pour ne pas après tomber dans on va dire les problèmes futiles. Voilà. D'accord. Je ne m'attendais pas à ça. Souvent, on dit mais je ne m'attendais pas à ça, mais finalement... Parce qu'on n'a pas la vraie constitution. On ne nous a pas communiqué ou apprenti à la vraie vie conjugale. Exactement. Voilà. Oui. Et justement, pour apprendre à la vie conjugale, il y a l'association Mashrou' Usrati. Alors, comment vous est venue l'idée de créer cette association Mashrou' Usrati? Bon, l'association Mashrou' Usrati, d'abord, c'est une association fondée le 24 août 2022, c'est récemment. Oui. Le président de l'association, c'est le docteur Rabi Abzouzi. C'est le docteur en psychologie sociale et orientation familiale à l'université de Lida 2. Donc, bien sûr, l'idée par rapport aux étudiants, par rapport aux femmes étudiantes, aux mamans étudiantes, par rapport aux problèmes psychologiques qu'ils rencontrent dans sa conférence. C'est pour cela qu'il a voulu faire le projet, plutôt l'association. Et voilà, c'est l'idée. L'idée est venue de là, en voyant ce qui se passait justement dans la société, le nombre effarant des divorces aussi. Les couples sont immatures. C'est vrai qu'ils n'ont pas l'habilitation. Ils n'ont pas l'habilitation, exactement. Voilà. Donc, on a le projet le projet, c'est le principal objectif, c'est préparer les couples. Préparer les couples au côté psychologique, côté éducatif, côté religieux aussi. Côté, pardon? Religieux. Religieux, voilà. Le côté religieux, il a été déjà diffusé le 28 mai. Oui, voilà. Justement, vous organisez
organisé On des a organisé, événements. le premier point, c'était le point religieux qui était présenté par le chef de Cheikh Mohamed Mkerkeb ou Lias Ben Nasser. Oui. Le côté religieux, le côté psychologique, c'est le président de l'association. Alors, Donc, quand vous organisez justement des conférences, on peut dire que c'est des conférences. Des conférences, des journées d'études. Des journées d'études, voilà. Et il faut s'inscrire. Comment que ça se passe Bien pour sûr. assister à ces conférences? Vous pouvez s'inscrire sur la page Facebook de la page Facebook de l'association. Et Mashoura Instagram. Osarati. Mashoura Osarati, tout simplement. Il y a le numéro de téléphone, les 2 numéros de téléphone. Donc, il faut s'inscrire. On a un lien. Et ils s'inscrivent, normal. C'est gratuit? Déjà, c'est gratuit. Voilà, il faut le préciser parce que c'est gratuit. Voilà, c'est gratuit. Oui. Le premier point... C'était le côté religieux. Donc, pendant toute une journée, vous avez reçu des couples, des célibataires? Des couples, des célibataires, des belles-mères, tout un petit monde. Vraiment, c'était extraordinaire. Donc, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le point psychologique et social qui va être présenté, programmé après l'Aïd, Inch'Allah. Oui. Le troisième point, c'est le point juridique. Nous avons des avocates. Le quatrième point, c'est le point éducatif. Donc, après, il y a le point formatif. Informatif. Donc, et le point c'est le quatrième point. Donc, le point. C'est pas grave, on se rappellera ça tout à l'heure. Donc, c'est une formation, une sorte de formation au bout de 10 mois, à raison de 1 à 2 fois par mois. Donc, 1 à 2 fois par mois, vous vous réunissez pendant 10 mois. Tous les participants se réunissent. Pour les participants, chaque côté a ses participants. Alors, est-ce qu'on peut participer à tous les... On peut s'inscrire? Bien sûr, ça a commencé même pour le reste des conférences, on peut toujours s'inscrire? Bien sûr, on peut toujours s'inscrire. Il y a une fiche technique à la fin de la journée. Les choses, les bienfaits, les mauvaises choses. Donc, on prend le formulaire avec. Pour les côtés positifs, ça va, on continue. Les côtés négatifs, on va s'améliorer. Après la première journée où vous avez fait une conférence sur le côté religieux, est-ce qu'il y a eu un engouement justement? Est-ce qu'il y avait du monde? Il y avait du monde, ça va, il y avait du monde, mais il y avait beaucoup de questions. Les gens ne savaient pas. Par exemple, comme le Cheikh Mohamed Mkerkeb, il nous a dit je m'attends à sabar. Oui, tout le monde ne savait pas qu'est-ce que ça veut dire sabar. Ou je m'attends à saada. Tout le monde a dit le saada, c'est l'aman, la santé. Mais après, quel est le point qui a été le plus abordé ou quelle est la question qui est revenue le plus? Qu'est-ce que les couples ou les belles familles, les gens, les participants, les jeunes aussi, quelle est la question qui est le plus revenue? Qu'est-ce qu'ils ont plus demandé? Pourquoi ils ont demandé? Ils ne savaient pas, mais ils ont demandé pourquoi le couple, il y a une autre vie après le mariage. Voilà. C'est pas la vie des fiancés qui sortent, voilà. Ils découvrent la réalité. C'est pas le même, c'est pas la même. C'est normal. Il y a un couple, le mari m'a pas maquillée. C'est la vérité, c'est la vraie vie. Voilà, c'est la vraie vie. Parce qu'avant, on ne se voit pratiquement pas et on se voit pour des occasions. Donc on est apprêté, on est dans des conditions où on fait quand même un petit effort. Voilà. Et puis là, dans la vie réelle, toutes les barrières tombent. Les barrières tombent, naturel, tout le monde naturel. Par exemple, il y a un couple, voilà, il y avait des problèmes. Des faux problèmes. Des faux problèmes, exactement, des faux problèmes. Voilà, donc c'est pour ça. Justement, quels sont les premiers défis auxquels les couples sont confrontés lorsqu'ils entament leur vie matrimoniale, coach Bokendarji? Alors, généralement, à travers les patientes que je consulte régulièrement, c'est-à-dire qu'elles avaient une autre perception des choses. Oui. Après, quand on est dans le foyer, c'est-à-dire que l'homme, pas tous les hommes, mais certains hommes sont un peu, on va dire, ils vont négliger leurs responsabilités conjugales. Et la femme fait le rôle de la maman. Et ça, c'est une grave erreur. C'est-à-dire que, pourquoi on a dit qu'il y a l'habilitation au mariage comme l'association de la dame est en train de faire? C'est-à-dire qu'on doit réellement connaître le rôle de l'homme, le mari, pardon, et le rôle de la femme. C'est-à-dire la femme qui est l'épouse de cet homme. C'est-à-dire qu'en tant qu'épouse, on ne doit pas faire le rôle de la maman.
Oui. Lui, en se mariant avec son épouse, il essaye de repliquer ou de dupliquer le rôle de sa maman. Voilà. Non, il faut se détacher. Il a les mêmes attentes. Il a les mêmes attentes. Alors que non, la maman fait le rôle de la maman envers ses enfants. Mais l'épouse ne peut pas, allez, elle va faire de temps en temps, d'accord. Mais que ça soit quotidiennement, elle est en train de dupliquer le rôle de sa maman, ça crée beaucoup de faux problèmes. Ça crée des faux problèmes. Et puis, le jour où il y a des enfants, elle n'aura plus le temps pour le mari. Et de cela, excusez-moi, je voudrais terminer, de cela, après, par la suite, quand ils ont des enfants, elle l'arrête parce qu'elle est tellement saturée qu'elle commence à négliger son mari. Par défaillance des rôles réellement, normalement, qui doivent être exécutés de la bonne manière. C'est-à-dire que là, on ne valorise pas en vrai la petite défaillance et par la suite, elle s'agrandit et devient un grand problème. Parce que si la femme fait le rôle constitué de l'épouse et l'homme fait le rôle constitué du mari, nous n'allons pas aller par la suite dans des faux problèmes qui impactent. Parce qu'après, elle se donne entièrement au travail, à la maison, le besoin de son mari, les besoins de ses enfants, et elle se néglige. Et par la suite, ça se répercute sur le couple initial. Parce qu'au départ, c'est deux personnes qui constituent le nid, le foyer, Par la suite, nous avons les enfants. Si cette relation n'est pas entretenue régulièrement, par la suite, il va y avoir des négligences qui vont, comment dirais-je, impacter sur la stabilité et le foyer en général. Voilà, c'est très important de revoir. C'est pour ça que moi, dès que la dame elle a dit qu'elle avait une association, c'est très bien de mettre en avant, en constance, quel est le vrai rôle de l'époux, de l'épouse, la belle famille, la famille, je dirais, du mari et la belle famille aussi de l'épouse aussi. Voilà, pour qu'on soit tous en conscience et en connaissance des rôles de chacun. Parce que chacun d'entre nous doit faire son rôle. Et de temps en temps, on peut aller, il n'y a pas de souci, mais il ne faut pas que ça soit constant. Parce que après, il revient, il va nuire à la relation conjugale. Et quels sont les enseignements justement du Coran sur le mariage et quelles valeurs promeut-il pour favoriser une relation harmonieuse, M. Hachadi? Bien sûr, il faut mettre en évidence la réalité qu'on est en train de vivre, c'est que le problème réside dans le problème dans la connaissance, le savoir. Il y a un problème sur le plan de la connaissance et du savoir et de la formation. C'est-à-dire que auparavant, dans l'ère glorieuse de l'islam, ce sujet était un sujet banal qu'on pouvait discuter en famille, qu'on pouvait discuter, traiter dans la mosquée, qu'on pouvait en parler entre hommes et femmes, entre parents et enfants. Et ce n'était pas quelque chose un tabou ou un sujet qu'on peut déléguer ou laisser les autres en parler. Qu'est-ce qui a fait que c'est devenu comme ça? Parce qu'on n'en parle pas, on n'en parle que du côté festif. On parle que de la fête, de la préparation de la fête, mais on ne parle pas justement de la vie réelle. De la vraie vie du mariage. Donc justement, le problème s'est posé par la colonisation. Donc il y a eu un grand désastre, un grand, comment dirais-je, retour vers l'ignorance. Donc, le peuple a été maltraité, il a été قامت الفرنسا بعملية التجهيل. Donc, le fait de détruire ces institutions qui faisaient le repère du peuple algérien. Il y avait le katatib, il y avait la mosquée, le masjid, le msid, il y avait l'université, il y avait des universités ici en Algérie et dans tout le monde musulman. D'ailleurs, l'université a été connue en monde musulman. L'université de Cordoba, l'université de Grenade, c'était pratiquement le monde numéro 1. Donc, ces repères, ces institutions qui ont été détruites, qui ont été marginalisées, donc le peuple est tombé dans l'ignorance et dans la méconnaissance de son islam, de sa vraie religion.
Et de là, je peux vous dire que auparavant, on parlait du mariage dès le jeune âge avec les enfants dans la mosquée. On parlait même des sujets très sensibles, mais dans un air, bien sûr, avec beaucoup morale, de avec beaucoup de pédagogie, beaucoup de pudeur, bien sûr. Oui. On parlait même des relations intimes entre hommes et femmes dans la mosquée, le mihrab. Oui. Donc, ce n'est pas un sujet tabou. Donc, les gens parlaient et les gens discutaient. Ça se discutait auparavant. Maintenant, un jeune ne peut pas parler avec son père sur le mariage. Oui. Il a besoin parfois de passer par sa mère ou passer par sa sœur. Alors que c'est quelque chose de très normal. Naturel, exactement. C'est très naturel. Oui. Pourquoi on n'en parle pas directement? Il faut sensibiliser. Donc voilà, il faut savoir que ce n'est pas aïb, parce que pour certains, c'est aïb d'en parler avec son père. Ce n'est pas aïb, c'est quelque chose qu'on a le droit de parler. On a le droit de discuter, on a le droit de débattre, de parler des détails de ce projet. Donc, Nabi alayhi salatu wassalam nous conseillait, nous disait اختاروا لأنفسكم أو لبناتكم كما تختاروا لأنفسكم. Ça veut dire, كما الإنسان يخير الروح, il essaie de choisir, il fait une étude, il fait une recherche. C'est pour ça qu'il faut prendre ce sujet comme un projet familial. Ce n'est pas un projet individuel parce que le mariage n'est pas une relation entre hommes et femmes, mais entre deux familles, si ce n'est entre deux tribus, et parfois c'est entre deux peuples et deux nations. Voilà. Et sur ce, nous avons un appel de Ratiba. Bonjour Ratiba. Est-ce que vous pouvez éteindre votre téléviseur? Oui, s'il vous plaît. Allô, voilà, oui. Voilà, je voudrais, j'étais étonnée qu'il y avait d'abord une émission comme celle-là. Et là, je voudrais poser la question. Bon, on a un projet de mariage de mon fils qui aura lieu dans un mois. Malheureusement, la mariée, elle a changé d'avis. La mariée a changé d'avis, d'accord. Voilà. On ne s'entend plus, il ne suit pas les trucs de tel mariage. On a voulu lui dire que c'est les parents qui préparent le mariage, ce n'est pas les enfants. Donc, comme autre chose à préparer que nous, on est en train de préparer, moi et sa maman. Oui. Et donc, elle lui dit, à chaque fois qu'il l'appelle, il dit, alors, où est-ce qu'on en est? Est-ce que... il n'y aura pas de mariage, il ne va pas y avoir de mariage. Donc il faut quand je vous dis ça, ça fait 3 mois où il n'y aura pas de mariage. Lui, il tient beaucoup à elle. Oui. Il faut dire qu'ils se sont connus depuis qu'ils étaient très jeunes, depuis 2014, et là il a 32 ans maintenant. Et là, il tient énormément à sa fiancée. Mais il dit, monsieur, je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Être là que je ne veux pas, je ne veux plus, je ne veux pas me marier. Mais tu es là, bon, ok, d'accord. Alors, on arrête tout. Je vais envoyer mes parents et on officialise l'annulation du mariage. Elle commence à pleurer. C'est peut-être le stress du mariage, c'est l'anxiété, c'est parce que voilà. C'est peut-être le stress. Donc je voudrais savoir comment agir avec cette fiancée, parce que je voudrais bien lui parler, moi, pour lui dire peut-être que c'est la peur, peut-être j'aimerais bien qu'on me donne une idée comment pouvoir régler ça, quoi. Voilà, merci. D'accord, merci Ratiba pour votre question. On va y répondre justement. C'est vrai qu'à l'approche du mariage, on est les mariés, voilà. Que ce soit les hommes ou les femmes, voilà, les deux sont assez stressés parce que c'est le pas à franchir pour une nouvelle vie. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on pourrait dire à cette future belle-maman? Alors, elle est stressée par rapport c'est la future mariée qui dit que voilà, je ne veux plus me marier, mais quand on lui dit on officialise l'annulation, elle commence à pleurer. D'accord. Alors elle a des doutes, elle a des peurs et ça peut, elle a des peurs, c'est clair. Ça peut être relatif, oui, mais ça peut être relatif peut-être à d'autres déceptions auparavant, parce que ça impacte.
sadma, c'est le choc. Après, c'est-à-dire que là, on doit prendre en considération si cette jeune femme a été auparavant blessée, peut-être abandonnée, peut-être qu'il y a eu un fiançailles et puis il a été annulé. Il faut prendre tous ces paramètres en considération et pouvoir avoir une discussion. Moi, je voudrais bien qu'elle aille chez un coach ou bien un psychologue ou bien pour pouvoir faire des séances d'extériorisation, pour pouvoir être plus clair, être surmonté, être plus en assurance et pouvoir effectuer sa vraie décision. Est-ce qu'elle continue dans ce mariage-là ou bien elle annule? Mais pour qu'elle soit bien fixe, parce que si nous prenons nos décisions en fonction de la peur qui est relative à des chocs, à des traumatismes antérieurs, c'est-à-dire qu'on n'est pas stable. Ça, c'est un point qu'on doit parler par la suite par rapport à la constitution de la vie conjugale. Et par la suite, en guérissant de cette peur qu'elle a en ce moment ou cet état anxiogène, elle va être plus stable et pouvoir se fixer. D'accord. Voilà. Et justement, dans votre association, vous avez eu des cas pareils? Bien sûr, on a des cas pareils. Bien sûr, moi, je l'invite à se joindre à notre association, à faire ce programme-là. Par conséquent, je trouve que la durée entre 2014 et 2000, c'est trop long. Déjà, c'est parce que ça devient une routine. Voilà, ça devient une routine. Donc ils ont pris l'habitude d'être fiancés sans être officiellement mariés, être sous le même toit. Voilà. Et puis franchir le pas après tant d'années, pratiquement 10 ans. Du coup, c'est un peu difficile. Il y a des peurs. Il y a des peurs, c'est tout à fait normal. 2014 après 2023, c'est quand même une génération, une découverte. Normalement, ils ont des enfants maintenant. Exactement. Donc, moi, je l'invite. C'est une association. Voilà. Et puis, se joindre à nous. Si vous permettez, moi, je voudrais ajouter une chose. C'est que le mariage n'est pas un projet individuel, comme on l'a déjà dit. C'est un projet de famille. C'est pour ça que quand on fait notre choix, quand le jeune fait son choix, ou bien la jeune fille accepte une telle ou telle personne, il y a le rôle de la famille, il y a toute une enquête, il y a tout un support, elle sent qu'elle est soutenue, elle sent qu'elle est protégée, et quand c'est la décision familiale, elle est beaucoup plus à l'aise. Ce n'est pas sa décision, mais c'est rassurant. C'est la décision de toute la famille. C'est pour ça qu'elle peut franchir le pas et elle peut aller vers sa vie conjugale. Mais quand parfois on sent que la personne elle est un petit peu délaissée, c'est ton choix, c'est ton projet, c'est toi qui as choisi, donc tu te débrouilles. Tu dois assumer les conséquences. Voilà. Bien sûr, elle aura peur toute sa vie, bien sûr, même après le mariage. Voilà. C'est pas évident juste avant le mariage. C'est vrai qu'on stresse beaucoup parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend après le mariage. Surtout pour eux, je pense qu'ils ont pris l'habitude, comme je le disais tout à l'heure, d'être fiancés mais sans être sous le même toit. Exactement. Et le changement qui fait que tout va basculer, où toutes les deux familles vont être réunies, ça sera plus qu'une seule famille. Exactement. Et là, ça peut nous faire peur, ça peut nous faire, par exemple, dire que non, on ne veut pas finalement cette situation. Je pourrais vous raconter une anecdote. Il y avait notre fameux et célèbre penseur Malik Ben Nabi, rahmatullah alayh. Il a été demandé par un jeune, il est venu lui annoncer, docteur, j'ai eu un enfant et j'ai besoin d'orientation, j'ai besoin de conseils, j'aimerais bien que vous me dites comment l'élever. Alors Malik Ben Nabi, rahmatullah alayh, il dit, écoutez mon fils, je suis désolé, vous êtes venu en retard. Il vient de naître, cher docteur, il vient de naître, il n'a que 2 jours ou 3 jours. Il lui a dit, excusez-moi, vous êtes venu un peu tard. Pourquoi? Alors il lui a dit, vous auriez dû venir me voir, ou bien, c'est-à-dire, vous auriez dû poser cette question avant. Vous auriez dû venir me voir avant de choisir sa mère. Exactement. Oui. Donc, c'est pour ça que je disais auparavant que c'est une question de savoir, c'est une question de connaissance et de formation. On a besoin d'être informé, d'être éduqué, d'être en apprentissage
permanent pour pouvoir faire face à cette vie qui est très complexe, qui va pratiquement nous prendre dans d'autres dimensions, dans d'autres réalités. Oui. Les problèmes de la jeunesse, de la célibat, ne sont pas les problèmes du mariage. Et les problèmes d'un couple marié n'est pas les problèmes d'un papa et d'une maman. Bien sûr. Et parce que comme le mariage est un projet qu'on doit étudier, avoir un enfant, c'est aussi un projet, et non pas pour faire plaisir à la belle-maman ou beau-papa ou à toute la famille. Bien sûr. Pour qu'il soit... Voilà, il faut être apte et prêt à avoir un enfant, parce que souvent on se dit... C'est une responsabilité envers cet enfant. C'est un autre projet. Voilà. Exactement. Et comme vient de dire le monsieur, je dirais que certes, peut-être que des fois on est affronté à certaines situations, mais il n'est jamais trop tard pour arranger son mariage, pour réussir son mariage, pour réencadrer son mariage, pour, on va dire, pourquoi il y a par exemple les séances de préparation à l'habilitation au mariage, les séances, par exemple, même quand on va au tribunal, qu'il y a une jalsat as-salh, dans l'intention de réparer. En conscience, c'est-à-dire que c'est pas grave. Les gens qui nous regardent aujourd'hui, même s'ils ont... Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il n'est jamais trop tard. On peut toujours sauver une relation. On peut toujours améliorer l'éducation de ses enfants. On peut toujours dépasser les problèmes quand on connaît où sont nos erreurs. Qu'est-ce qu'on aurait dû faire, qu'est-ce qu'on n'aurait pas dû faire de cette manière-là pour éviter d'aller vers le divorce. D'accord. Voilà. Et ce que je vous propose tout de suite, c'est de faire une petite pause dans notre débat, parce que le mariage, c'est aussi une fête et c'est aussi une préparation. Donc, je vous propose un reportage de... vous allez le voir tout de suite, un reportage après Anissa Bouzid, notre journaliste Anissa Bouzid pour la préparation du mariage. Se référer à un organisateur de mariage est la tendance aujourd'hui. Un mariage moderne, ultra personnalisé, sans pour autant s'éloigner des traditions. La famille Khatib, propriétaire des lieux, veille à préserver cet héritage légué par leur défunte mère, Dalila. Alors ici, on est au magasin aux Deux Colombes, qui a été créé en 2004 par ma maman, Rabbi Yarhamha. Elle a été élevée dans les traditions et dans les valeurs, et elle a voulu justement créer un magasin pour transmettre à nos enfants et à la génération future tout l'amour qu'elle a pour notre patrimoine culturel et traditionnel. Et elle a voulu justement recréer un peu cette ambiance dans son magasin, dans son humble magasin, et pour montrer les trousseaux de mariés. Le recours à des professionnels pour prendre en charge les différentes étapes de la fête est une aubaine pour les futurs mariés. La liste des préparatifs est longue et rien n'est laissé au hasard. Il y a d'abord tout un trousseau à faire, ça peut durer des années. Donc en général, les mamans commencent très jeunes à confectionner le trousseau de mariée, parce qu'il y a beaucoup de pièces à faire. Par exemple, pour les parures de drap, en général, il en faut 7, avec différentes broderies, telles que la plus belle et la plus valeureuse, c'est la shbika. Ensuite, il y a le mesloul, il y a le richelieu, il y a Ghazat al-Hsab, il y a voilà, donc il y en a beaucoup. Et en général, il y a 7 couleurs. Et j'aimerais vous montrer également Tlaïq. Donc, هادو c'est pour les offres personnalisées. Donc, la roussat جبنا les mesures تاع الخزانة ديالها. Et elle met ça dans les étagères تاع الخزانة. Ensuite, il y a Douzan al-Hammam. Douzan al-Hammam qui est composée d'une sepa essentiellement. Donc c'est la pièce traditionnelle particulière. C'est une corbeille en osier, donc recouverte de tissu soit en soie, soit en shbika, donc selon les goûts. Donc la sepa est composée donc de Douzan al-Hammam qui est fait, donc il y a une enveloppe qui est composée donc du lhaf et de, comment on appelle ça, le bniqa que la mariée met après à la sortie du bain, avec le fautin, le qbqab, et tous les accessoires qui accompagnent. Il y a le miroir, il y a le habel, le kessa, qui sont recouverts du même tissu que le fautin, et surtout le mahbes al-hammam. Et à la sortie du bain, il y a toute une cérémonie qui accompagne ce rituel traditionnel. C'est l'accompagnement avec le sherbet et le kaikat et les fruits. Aussi, il y a le tbaq ta al-henna
donc qui est composé de tassa تاع الحنة. Il y a les gants تاع الحنة pour le marié et la mariée. Donc celui du marié est un peu plus simple, moins décoré que celui de la mariée. Il y a le coussinet sur lequel on met la main de la mariée pour qu'elle puisse faire الحنة ديالها. Il y a السكر القندلي et il y a le mrch qu'on utilise بالمزهر pour باش نرشوا الحنة. Et surtout l'ambar, voilà. Après, il y a la mariée qui, pour le jour du mariage, en général, c'est accompagné de l'haïk. Un métier de plus en plus présent, organisateur de fêtes à la carte pour être au rendez-vous le jour J. Le jour J, le mariage, c'est ça, parce que c'est une préparation aussi, c'est le trousseau, c'est tout ça, ça prend du temps et souvent le temps, c'est pas très bon de prendre son temps, mais tout d'abord, il faut d'abord être deux personnes, comme on le disait pendant le reportage, qu'il fallait être deux personnes sur la même longueur d'onde. Exactement, équilibré, responsable, autonome surtout, parce qu'on va souvent, certaines femmes qui veulent se marier avec un époux pour la liberté, pour une liberté, on va dire physique, pour une liberté matérielle aussi, voilà, et elles ne savent pas qu'en vrai, elles rentrent dans un gouffre. Elles blâment leur mari parce qu'en fait, elles n'épousent pas le cœur de cet homme, les émotions de cet homme. Mais c'est les intérêts qu'il y a derrière. Mais ses intérêts. Et par la suite. Et l'inverse aussi, exactement. Exactement. Et là, on est affronté à plein de problèmes par la suite. Exactement. Aussi les maris qui veulent épouser une femme qui travaille et qui a. Exactement, qui fait les deux rôles. Mais qui doit être aussi une bonne femme au foyer. Exactement. Le rôle de la femme au foyer, c'est pas toujours évident. Il faut vraiment se mettre d'accord au début. Exactement. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Pour certains, il n'y a pas un modèle, il n'y a pas une référence, il n'y a pas un cadre référentiel. Auparavant, pour nous, le cadre référentiel pour l'enfant, c'était bien ses parents. Pour l'enfant, la meilleure femme du monde, c'est sa maman. Pour l'enfant, le meilleur homme, c'est son père. Et par la suite, on commence à découvrir les autres et on commence à fabriquer un modèle pour avoir une conception personnelle sur la femme. Et pratiquement, c'est une image composée de plusieurs morceaux. C'est un petit peu de sa mère, un petit peu de sa sœur, un petit peu de sa maîtresse d'école, un petit peu de sa voisine, un petit peu de sa tante. Et c'est comme ça qu'il fait une image, un modèle, une image idéale de la femme. Et c'est pour ça que certains, quand ils rencontrent des personnes, il y a ce qu'on appelle le coup de foudre. Parce que cette image qui est dans son subconscient, bien sûr, il la retrouve. Et c'est pour ça qu'il tombe amoureux de sa personne. Sur le charme. Le charme, sur le charme, voilà. Alors, on a un appel téléphonique. C'est Mama de Tlemcen. Maman. Oui, j'ai parlé à... Bonjour tout le monde. Allô? Oui, on vous écoute, Oui. Bonjour tout le monde. Bonjour بناتي ولادي كامل. Bonjour. Oui. Bonjour à vous. أنا أم هاجر وقالت لي قولي لي le prénom تاعك. Alors je m'appelle Mama, c'est un peu من جيت الغرب عندنا et je suis la maman de tout le monde. Tout le monde m'appelle Mama. الله يبارك. بغيت نشارك هادو كاع اللي قلتوه لنا صح. حنايا le mariage c'est pas un couple, c'est deux familles qui s'unissent. وكاين الانسان اللي البنت ما تعجبهش بصح كي لا فامي تكون مليحه يدي هذيك البنت. يدي هذيك البنت باسكو لا فامي مليحه، لا فامي محافظه يا سي دو سويت وهذا وكل شيء. بصح المراه ما بقاتش كيما بكري كنا صبارين، كنا صبرنا على بزاف الصوالح. انا كيما مون بير مون غران بير لي ميتريس كانوا يدخلوهم للدار والام صباره وما تقولش وما تيتمش ولادها وما تبسيف عليها تقعد. دروك المراه غير حاجه تاع والو لو ديفورس. هذه لو ديفورس الخلع كتر بزاف. هذا ما ناش فاهمين كيفاه الوضعيه ولات لنا كيما هكا.
احنا فرحانين بمواتنا اللي صبروا جداداتنا اللي صبروا وحنا صبرنا كيفهم وانا بناتي علمتهم الصبر صبر كيفي صبارين. عندي وحده بنتي عندها بزاف المشاكل وصابره الله يبارك. وعندي بنتي الكبيره هاجر هي ربات الرجل تاعها لا فام اوسي دوات اتر كوم سا. هي رباته كانوا فيه طبايع بزاف ماشي ملاح اللي ما عجبوهاش غير بشويه صافي 20 ans qu'elle est mariée. الله يبارك. 21 ans bientôt. هي ربات رجلها كي الغريان الصغير. Très bien, Allah يبارك, Allah يبارك. Donc les générations, c'est vrai que les générations, elle est partie, je pense. Les générations ont changé. On n'est plus la nouvelle génération. Il y a l'impact des réseaux sociaux, voilà, l'ouverture, les enfants, les voyages. Ça fait que la personnalité de la société a changé. Mais attention, on est enraciné, c'est-à-dire que l'atavisme est plus fort que la culture. C'est-à-dire les racines, alhamdoulilah, maintenant, nstahfidin bihom. Par contre, je reviens sur ce qu'elle vient de dire la dame, c'est-à-dire que maintenant les attentes des deux conjoints sont différents des temps antérieurs. Ce qui fait que certainement quand on ne sait pas que nos attentes, on doit les assumer et auto on va dire les réaliser. Et là, on tombe dans les erreurs. Pourquoi? Parce que quand moi je connais mes attentes personnelles, quels sont mes devoirs envers moi-même, et je me les fais par moi-même. Je n'aurai pas à blâmer mon conjoint parce que, allez, je suis pas heureuse, parce que j'ai pas une voiture, parce que ceci, cela. Parce qu'en vrai, et par la suite, si votre mari peut le faire, tant mieux. Au contraire, mais s'il ne peut pas, il ne faut pas prendre le bâton et commencer à culpabiliser cet homme-là. Ça, c'est un point. Un autre point, le fait est qu'elle a dit que le mari à son fils a changé, c'est formidable parce que là, on voit qu'à travers la patience, à travers les années, le comportement change effectivement parce qu'il y a une prise de conscience, parce que les conflits sont bien quand il y a un conflit constructuel. Sans la culpabilisation, sans l'utilisation du tu qui tue, c'est-à-dire toi c'est ta faute, réprimander la personne, la dénigrer dans sa personne, tout ce qui s'ensuit. Là, la personne elle a une prise de conscience. On revient sur le débat. On découvre l'autre. Exactement. Avec ses conflits, avec ses divergences. Exactement, à travers un conflit constructuel, pardon. Et par la suite, là, on comprend et on évolue. Bravo, c'est-à-dire que là, on peut prendre en considération qu'à travers cette patience de cette femme et son ouverture d'esprit et sa tolérance, elle a réussi à changer la qualité de son couple. Très bien. Vous savez, il est très important de marquer ce point. Notre conception de la chose définit la suite du projet qu'on est en train d'entreprendre. C'est-à-dire comment le jeune voit la femme et comment la jeune femme voit l'homme. Quand on prend l'exemple de certains qui, pour lui, une femme, c'est avant tout une mère. C'est quelque chose de très beau. C'est quelque chose de très... ça veut dire, pour lui, c'est quelque chose de noble. Contrairement à celui qui voit en la femme un outil, un matériel, un corps, un plaisir. C'est très différent. C'est-à-dire la conception de la chose définit le comportement des gens. Et c'est pour ça que, pour revenir à ce que disait cette maman, que je salue bien sûr, et je salue toutes les mamans de l'Algérie bien sûr, en revenant à la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et en prenant l'exemple de notre mère Khadija radiyallahu anha wa ardaha, cette grande femme où le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a qualifiée d'une femme sage, une femme sage. Et وقال النبي عليه الصلاة والسلام اكتمل من النساء 4 خديجة مريم عليه السلام وزوجة فرعون وفاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام. C'est-à-dire il a donné l'exemple de ces femmes qui sont arrivées à une maturité, à une sagesse
inégalée. Notre mère, et on a le devoir de l'appeler comme ça, c'est notre mère, al-Mu'minin, c'est notre mère Khadija. Comment elle s'est comportée avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il est venu après que la révélation lui a été révélée? Si c'était une femme qui était jeune, qui était un petit peu, qui n'avait pas d'expérience, le comportement aurait été différent. Mais Al-Mu'minin Khadija s'est comportée avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour revenir un petit peu à ce que disait notre psychologue bien sûr, elle avait un petit peu un comportement de mère avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce rôle lui a donné cette assurance, cet équilibre, au point où le Nabi alayhi salatu wa sallam ne pouvait pas concevoir, c'est quelque chose de très fort. Donc l'assistance de Khadija alayha Radwan a été très bénéfique pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc notre conception de la femme définit notre comportement. C'est-à-dire, si je crois que al-mar'a est une créature comme l'homme, Rabbi karramha mithl al-rajul, elle n'est pas différente de l'homme. Bien sûr, sur certains éléments, bien sûr, elle est un peu différente, mais dans l'ensemble, عندها نفس القيمة، عندها نفس الأهلية، عندها نفس الأجر تديه كي دير طاعة ولا كي دير معصية. C'est-à-dire, elle n'est pas au-dessous de l'homme. ماهيش أقل شأنا ولا أقل أهلية من الرجل. Elle a le même statut، مكلفة مثل الرجل. Donc, la conception هذه nous permet d'avoir un comportement de respect, un comportement comment dirais-je, de considération, bien sûr, avec la femme, quelle que soit cette femme. Et de là, j'aimerais bien donner un conseil à tous nos jeunes de se détacher de cette vie virtuelle qu'on a dans les réseaux sociaux et qu'on a dans les films de science-fiction. Il faut revenir sur terre, il faut mettre ses pieds sur terre et essayer de se cultiver, essayer d'apprendre, essayer de connaître soi-même et de connaître l'autre pour bien réussir sa vie. C'est vrai que souvent on a cette image des films où on voit le mariage parfait, et parfois on a une tendance qui veut détruire cette cellule formidable qui est la famille. Il y a une tendance qui veut que ces relations familiales, cette relation conjugale doit disparaître. Oui. C'est vrai que dans les films aussi, on banalise aussi le divorce. On est en face d'un grand danger. Ils sont allés jusqu'à essayer de diviser cette famille, d'aller jusqu'à comment dirais-je, تدخل في العلاقة الخاصة نتاع العائلة au point où par exemple dans l'Occident maintenant les parents n'ont pas le droit de dire à leur enfant s'il était garçon qu'il est garçon. Oui. Et ils n'ont pas le droit de dire à la fille il y a des dérives assez, on n'a pas le droit de vêtir sa fille avec la couleur rose parce que pour eux vous êtes en train d'influencer cet enfant et sa décision. C'est pour ça qu'il faut revenir à nos racines, à nos valeurs, exactement. Et il faut éduquer ses enfants par rapport à ça. Qu'il faut se détacher de cet environnement. On est musulmans. Alhamdulillah, bien sûr. C'est très important. Tout est clair dans le Coran, alhamdulillah, qui est le Dostor Ta'na, qui est notre guide dans cette vie. Et on doit toujours revenir à ce qui est important, ce qui est essentiel et ce qui est clair, la base de la famille. Oui. Et puis aussi dans les mariages, on en parlait tout à l'heure déjà, mais on voudrait revenir là-dessus, c'est que le mariage, on prend beaucoup de temps pour se marier, de l'khotba jusqu'au jour du mariage. C'est une grave erreur. On a tendance à se dire,
je vais le dire clairement, et dire et après on verra, on va construire. C'est ce qui se dit. Voilà. Ça traîne, il n'a pas de logement. Ça va, mais ça se prolonge en 3 jusqu'à 9 ans, ce qu'elle vient de nous dire. Voilà. Alors on n'a pas beaucoup de temps justement. Bien sûr, là je profite pour dire qu'auparavant il y avait deux stations, il y avait plutôt deux étapes. Il y avait le khitba, où la famille vient pour voir la fille, bien sûr, et donner la promesse de mariage. C'est une promesse de mariage. Le khitba, wa'dun bizawaj. Et puis après il y avait l'urs, الدخول, et qui était où on faisait l'aqd al-shar'i la veille de la fête. Maintenant, on a créé une troisième station, une troisième étape entre les deux, qui sont les fiançailles. Donc, ça veut dire on a un petit peu avancé l'aqd al-shar'i entre le khitba et l'urs. Et là, pour beaucoup de gens, ça traîne, ça prend beaucoup de temps et c'est pas bien. C'est très néfaste, c'est très dangereux même, c'est très comment dirais-je, très grave pour la relation du couple. Bien sûr, ça peut porter préjudice. On risque de découvrir des fautes, des erreurs, des incapacités. Et là, pour certains, c'est l'occasion de prendre de la distance. Et pour d'autres, c'est l'occasion de profiter le maximum. Et puis après 2 ans, 3 ans, 4 ans, ils divorcent. Voilà. Surtout quand l'aqd, bien le fatha, ce qu'on appelle le fatha, elle n'est pas officialisée. Voilà. Donc, et je profite de l'occasion pour dire que notre ministère, bien sûr, a donné des orientations, des directives très strictes aux imams de ne pas faire la fatiha s'il n'y a pas le livret, le carnet de famille. Il faut qu'il y ait le carnet de famille pour faire la fatiha. Donc ça rassure un petit peu, ça donne un petit peu l'air sérieux pour ce projet. Donc il faut que ça soit bref. Une année, c'est ordinaire, c'est le maximum. Mais au-delà d'une année, ça peut porter préjudice, justement. Et aussi, chez nous, en général, on a une mauvaise image de la belle famille, il faut le dire. Tout de suite, on a l'impression qu'on va tomber avec nos ennemis, qu'on va à la guerre. Je sais, dites-la oulida, ou c'est ce qui se dit. Je préfère parler clairement comme on parle, dans le langage, pour qu'on se comprenne, pour que les téléspectateurs aussi comprennent. On a l'impression que cette fille va nous prendre notre fils. On a l'impression que c'est une intruse, que ce n'est pas un membre de la famille, que c'est ce genre de choses. Ou pour le garçon aussi. Donc on a des appréhensions et justement dans votre association, est-ce que vous parlez de ça? Est-ce que les personnes viennent vous dire la belle famille n'est pas féminin? Bien sûr. Bien sûr, ils viennent. Bon, pour le côté psychologique, on fait des journées d'études comme ça pour les orienter, pour parler, pour dire que c'est faux, ce que vous pensez c'est faux. Il faut bien. Malheureusement, جزء من بعض التقاليد ولا بعض العادات et malheureusement qu'on est en train de, pour ne pas dire officialiser, mais qu'on est en train de persister sur dans certains sketchs, dans certains films qu'on diffuse pendant que toujours la belle-mère elle est mauvaise et ça, je ne sais pas, cette culture qui est nuisible, bien sûr. Parce qu'en vrai, Soura Mouchawaha, c'est pas la vraie image. Exactement. La belle-mère, c'est la maman du mari qu'on doit respecter, qu'on doit avoir un bon comportement, comment dirais-je, officiel, respectueux, beaucoup d'échanges, on va dire. Comment dirais-je, l'amour romantique qu'on a avec son mari, mais un hub ta usloub. Voilà, c'est-à-dire le respect. Voilà, exactement. Pas que le respect, c'est le qadr, mais
ce qu'on appelle الحب في الله تبارك وتعالى. كاين غير الحب بين الزوج وزوجته، كاين الحب في الله بين الإخوة، بين الجيران، بين la famille. Oui. Et cette belle-fille a un rôle à faire avec sa belle-famille. Et pareil pour la belle-famille. Ils doivent respecter cette fille qui est venue vers eux, qui est un nouveau membre de leur famille aussi. Exactement. Ils doivent la considérer comme telle, avoir des échanges familiaux, respectueux. Mais ça commence à changer, on va dire que ces derniers temps, ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup changé. Ce n'est plus... Ça reste dans quelques familles où on a peur, on a une appréhension par rapport à cette belle famille, parce qu'on ne connaît pas, et on risque de mal interpréter certaines choses qui sont faites juste comme ça. Il faut être tolérant aussi. Voilà, exactement, beaucoup de tolérance. Et accepter la différence aussi, culturelle, traditionnelle, comportementale, la réflexion d'autrui qui est différente de la nôtre. Tout ça fait que par la suite, on peut bien fusionner avec les deux belles familles. Voilà. Parce que ces deux familles, au final, ces deux familles, comme le disait Hajar, c'est ça, elle disait, même si la fille ne nous plaît pas, c'est d'abord la famille, parce que c'est deux familles qui vont s'unir. Et voilà, si la famille est bien, donc voilà. Oui, ça peut jouer très important. En la faveur de cette fille aussi. Alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais je voudrais que vous donniez justement un conseil aux mariés, aux futurs mariés, aux célibataires justement, et les orienter peut-être ou leur ouvrir un petit peu les yeux sur ce qui pourrait les attendre après le mariage. Bien sûr, il faut avoir une certaine connaissance, un certain savoir, il faut se former, il faut profiter des expériences des familles, de nos parents qui nous ont précédés, bien sûr. Essayer de profiter des expériences des autres au maximum pour éviter de tomber dans des situations qui seront... Bien que l'islam, alhamdulillah, contrairement à d'autres religions, a donné le droit au divorce comme solution pour certains cas. C'est la meilleure solution pour certains cas. C'est-à-dire, Tani Bash Bnadmi Bqa condamné à vivre dans un calvaire, c'est pas juste. Parfois, la séparation est une solution bénéfique. Beaucoup plus pour les enfants que pour les adultes. Donc, essayer d'acquérir le maximum de savoir, le maximum de connaissances sur le sujet pour, bien sûr, réussir sa vie. D'accord. Oui. Moi, je dirais pareil, comme vient de dire M. Hachadi, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut avoir toute une préparation. Déjà, initialement, travailler sur soi, si on a des blessures, si on a des craintes, si on a des traumatismes de l'enfance, pour ne pas propager ça dans notre couple et impacter notre partenaire. Avoir une vraie, constituer une vraie image correcte et, équilibrée. Et avoir connaître clairement les besoins, les devoirs et toutes les attentes qui sont correctes du conjoint pour pouvoir entamer cette étape-là. Parce que sans toute cette préparation, sans ce savoir, sans cette constitution de cette image claire dans notre subconscient, on va tomber dans plein de problématiques. Voilà. Très bien. Bon, moi je parle en tant que membre de l'association, réhabilitation des couples. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour. Alors, on rappelle le nom de l'association, c'est Mashroua Usrati. Vous avez une page Facebook, c'est ça, avec un numéro de téléphone. Si on veut s'inscrire pour venir participer aux conférences. Bien sûr, vous êtes les bienvenus. Donc, il y a un programme à suivre. Enfin, de programme. Il y a un genre de permis. Un permis pour se marier. Un permis de comment conduire le couple. Arriver, voilà. Donc, c'est ça. Très bien. Venez, donc, Mashroua Usrati est là. Mashroua Usrati sur Facebook. Alors, Mashroua Usrati sur Facebook et sur Instagram pour justement soit entamer ce projet sur des bases solides ou bien sûr rattraper aussi un mariage parce qu'il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Voilà. Alors, je rappelle, c'est Madame Nawel Ben Saïdi, vous êtes psychologue et membre de l'association Mashroua Usrati. Merci d'avoir participé. Merci beaucoup à vous de même. Merci beaucoup. Coach Khadija Bourndardouet, coach de vie et de conscience. Merci
aussi pour votre participation. Et Monsieur Abdelhamid Hachadi, vous êtes directeur des concours coraniques au ministère des Affaires religieuses et des Waqf. Merci aussi pour votre participation. De rien. Merci beaucoup. Quant à moi, je vous dis bonne journée et prenez soin de vous. Et le mariage, c'est un projet, ça ne se décide pas en une soirée. Voilà. Au revoir. Au revoir.